listen. Alors bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour cette table ronde. On vous propose aujourd'hui d'explorer un sujet qui est un petit peu complémentaire ou lié à la transformation du monde du transport et de la logistique, qui est autour des enjeux digitaux et notamment les problèmes ou les enjeux liés à la cybersécurité, à l'arrivée d'IFTI, qui est cette obligation européenne, et plus largement des sujets de conformité. Donc, face à cela, la question est quelles sont les réponses pour construire une logistique sans faille? Nous avons autour de cette scène pour adresser ce sujet 4 regards croisés complémentaires. Je vais brièvement les nommer, mais je vais les laisser se présenter individuellement. Alors, celui qui est à l'initiative et qui nous accueille, ou l'entité et puis la personne, Jacques Vélo, qui est directeur mobilité de IN Group. IN Group, c'est l'imprimerie nationale qui, voilà, tu le présenteras, œuvre depuis des siècles autour de ce sujet de confiance et de confiance documentaire. Nous avons l'honneur et la chance d'avoir le général Fabrice Féola, qui est responsable du CSOA. Je vous laisserai le présenter, mais grosso modo, la logistique des armées, qui est un sujet absolument majeur. Christophe Léninger, CTO de B2P. B2P, vous le connaissez pour la bourse de fret, mais aussi c'est un groupe beaucoup plus vaste qui couvre le sujet numérique autour du monde du transport. Et puis enfin, Pierre Guillemot, qui est directeur du département risque et environnement, transport et logistique de la FRAL. Donc un regard là tourné sur l'humain, au centre évidemment des problématiques de logistique. Mais avant que je vous adresse quelques questions, je vous propose de vous présenter un peu plus en détail. Merci Guillaume. Donc, tu ne t'es pas présenté, je t'inviterai à te présenter toi-même. Très bien, alors merci Jacques de penser. Alors pour ma part, je suis Guillaume Devaux, je suis le président d'iCargo Fondation. iCargo est un ovni un peu étrange dans la logistique. Notre mission, c'est de travailler sur les communs de façon collective, de l'apport de l'IA pour l'efficacité de la logistique, à la fois économique et environnementale. Donc notre mission, c'est d'aider la filière sur ces enjeux d'efficacité, ces enjeux de transformation. Voilà, on sert la filière et l'intérêt général. Et j'aime toujours me mettre en bleu, blanc, rouge dans ces cas-là parce que je crois beaucoup aux enjeux de compétitivité et de souveraineté qui sont sous-jacents, mais ça reviendra dans nos échanges. Merci Guillaume. Donc c'est un plaisir de vous accueillir. Merci d'être présent. Donc Jacques Vélo, comme tu l'as dit, directeur transport, mobilité, santé également chez IN Group, anciennement connu sous le nom d'Imprimerie nationale. Donc bientôt 500 ans d'existence, mais on ne va pas remonter le temps. Aujourd'hui, notre rôle, c'est vraiment, on est le leader mondial des identités et des services de confiance. Donc notre rôle dans le transport et la logistique, ça n'est bien sûr pas de faire du transport, ça n'est pas de faire un TMS, mais en revanche, il y a tous les aspects de sécurité et de confiance, puisqu'un transport digital s'accompagne nécessairement de confiance. Merci. En général. Bien, bonjour à tous, je suis le général Fabrice Féola, je commande le CSOA, le Centre du soutien des opérations et des acheminements. C'est un organisme interarmé sous les ordres du sous-chef opération de l'état-major des armées. Et notre mission est de déployer toutes les forces armées françaises à l'extérieur de nos frontières métropolitaines, que ce soit pour des opérations, que ce soit pour des entraînements, ou encore pour le soutien et la relève de nos forces qui sont stationnées en permanence à l'outre-mer. Bonjour à tous, donc Christophe Léninger, DSI de B2P. Nous sommes éditeurs de logiciels pour le monde du transport, avec notamment la bourse de fret et plus de 12 000 clients sur la France et les pays limitrophes. On a aussi une gestion de la conformité légale avec JetTrans, de la traçabilité avec JetMove et de la SMR, et la gestion des protocoles de sécurité, de la dématérialisation des protocoles de sécurité avec e-protocol.
Et nous avons en tout plus de 35 000 sous-traitants, par exemple, sur JetTrans, sur toute l'Europe. Merci. Pierre Guillemot. Bonjour. J'excuse en même temps notre président délégué général qui devait intervenir sur cette table ronde. Je vais le représenter. Et moi, je suis le directeur du département risque et environnement. Et donc, c'est le service spécialisé sur la partie formation de transport de matières dangereuses. Et donc, on aura un cas concret à vous présenter lors de la conférence. Merci beaucoup, Pierre. Alors, je vais faire un tout petit mot introductif avant de poser des questions à nos speakers. Le point qu'on essaye de regarder aujourd'hui ensemble, c'est, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que le secteur du transport de marchandises représente un poids important dans l'économie. Hein. On parle de 10% du PIB européen. Ça concerne plus ou moins 11 millions de personnes. Et pour faire fonctionner toute cette industrie, eh bien, il y a des millions de documents qui sont échangés tous les jours, des lettres de voiture, des bordereaux, des déclarations douanières, et dont une majorité encore aujourd'hui transite de façon papier. Malgré non, voilà, le digital est rentré dans toutes les organisations et dans nos vies privées, mais la partie effectivement papier reste encore présente. La question est si on doit aller vers plus de numérique, pour quels usages, pour quels effets, mais quelles en sont les contraintes. Il y a un point d'inflexion, un point d'étape, qui est l'introduction de la réglementation européenne IFTI, qui va s'imposer petit à petit aux États membres et qui suppose ou qui nécessite effectivement une mise en conformité de pas mal des acteurs. On peut citer aussi l'arrivée prochaine, très prochainement, de la facture électronique. Quid de l'arrivée de cette obligation au regard du fonctionnement des échanges de données entre les acteurs. Donc, si d'un côté, il y a effectivement des contraintes, on va dire, volontaires, réglementaires, de l'autre côté, la question, c'est quels sont les enjeux d'un point de vue métier ou d'un point de vue opérationnel. Je vais citer juste quelques grands principes, on rentrera ensuite dans les détails. C'est évidemment la promesse d'une meilleure compétitivité par une meilleure fluidité des échanges entre les acteurs. C'est aussi le potentiel gain environnemental que peut apporter une meilleure coordination entre les acteurs, soit pour de l'efficacité dans la chaîne logistique, de l'optimisation, de la meilleure massification, et puis de l'efficacité opérationnelle dans le quotidien des processus qui sont exécutés. C'est par ailleurs, si on délègue à des systèmes numériques et digitaux une partie de l'exécution du processus, ou en tout cas de son pilotage, il y a évidemment des enjeux de résilience opérationnelle, mais de résilience aussi des outils numériques qui le sous-tendent. Et enfin, c'est un enjeu, ça a été parfois évoqué, le numérique inonde nos organisations, inonde nos vies, mais nous en sommes rarement complètement maîtres. Donc, quels sont les enjeux de souveraineté numérique, de souveraineté business qui sont liés à l'utilisation de ces technologies ou à leur déploiement futur? Il y a évidemment des enjeux de souveraineté, notamment sur un point qui, vu de notre fenêtre à Ecargo, qui est l'introduction de l'intelligence artificielle au-dessus ou pour exploiter toutes ces données. Évidemment, une IA dont nous ne serions pas maîtres à l'échelle française et à l'échelle européenne, y compris d'ailleurs à l'échelle des entreprises, est un risque majeur. Donc, comment, face à tout cela, on va traiter le sujet de la sécurité et de la conformité. Alors, pour passer la parole à nos orateurs, je vais vous poser, messieurs, deux questions à laquelle je vous laisserai répondre avec vos lunettes respectives. La première, c'est, on voit que la logistique était, mais devient de plus en plus un enjeu stratégique de sécurité pour l'Europe.
sécurité économique, sécurité alimentaire, sécurité industrielle. Donc, quid des enjeux des échanges de la cybersécurité et de l'introduction de ces systèmes digitaux? Et la deuxième, qu'est-ce qui change aujourd'hui dans la manière de penser la supply chain au niveau individuel et au niveau collectif? Et pour démarrer le sujet, je te passe la parole, Jacques. Merci Guillaume. Donc, tant qu'IN Group, je vais bien sûr le présenter sous l'angle qu'on connaît le mieux. On laissera les autres acteurs, bien sûr, le présenter de leur manière. Ce qu'on voit, bon, il y avait bien sûr une logistique qui se digitalise, comme tu l'as mentionné. On peut le vouloir ou pas le vouloir, mais de toute façon, c'est une tendance européenne et il y a des gains qui y seront associés. Donc ça, c'est quelque chose c'est un fait, avec des vitesses différentes. Mais la cybersécurité est un élément qui ne se dissocie pas de la digitalisation. Je prendrai un exemple tout bête. Quand on construit une maison, on ne rajoute pas la porte après. Sinon, on peut mettre des choses de grande valeur à l'intérieur et elles auront disparu. Donc, il n'y a pas une première étape, on digitalise et après, on sécurisera. Dans le monde actuel, où il y a des enjeux de souveraineté, il y a des enjeux justement de concurrence, de tentatives de vol de données, ces éléments sont devenus clés et il faut les mener en parallèle. On faisait une petite enquête il y a quelques semaines et on avait mené la même il y a un an auprès plus ou moins du même panel d'acteurs économiques. Et la question était, est-ce que vous-même ou l'un de vos partenaires a eu l'impact d'une attaque cyber avec un impact opérationnel? Donc pas juste une attaque cyber, parce qu'on en a tous, mais qu'un impact opérationnel. Il y a un an, 5% ont répondu oui. Il y a 3 semaines, 15%. Ça montre, et ça c'était... Bon, il y avait une centaine d'acteurs qui étaient là et qui ont voté en ligne. Donc ça montre toute l'importance qu'on ne peut plus... Bien sûr, ça n'arrive pas tous les jours, mais l'ignorer, c'est se voiler la face. Donc c'est vraiment un changement majeur. Merci. Alors, pour continuer, Christophe, est-ce que tu veux compléter cette réponse? Je vais vous parler de ce que je vois tous les jours chez B2P. B2P, c'est plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs dans le monde du transport routier de marchandises qui se connectent tous les jours. Des donneurs d'ordre, des transporteurs, des commissionnaires. Et quand Jacques évoque les aspects de confiance et de sécurité, je suis entièrement d'accord. Et en même temps, je vois ce que ça donne sur le terrain quand cette architecture de confiance n'existe pas encore. Pierre? Oui, à l'échelle d'un organisme de formation, l'enjeu va être capital sur l'humain et l'accompagnement. C'est la digitalisation sans faille se construira uniquement, pas uniquement avec des plateformes ou des outils. Il faudra des femmes, des hommes formés, conscients et accompagnés. C'est essentiel. Et évidemment, il faudra aussi transformer les compétences du conducteur au dirigeant afin que, évidemment, ça ne soit pas vu comme des contraintes, mais plutôt des leviers de performance. Merci Pierre. Et enfin, mon général, sur ces enjeux à la fois de sécurité stratégique et de transformation, de façon de changer cette supply chain, quel est le point de vue des armées? Alors, vu des armées, évidemment que le sujet de la supply chain ou de la logistique est absolument fondamental, notamment dans un contexte de retour de menaces existentielles sur le territoire européen, à l'issue évidemment de la guerre d'agression de la Russie vers l'Ukraine. Cette dimension de projection potentielle de nos forces armées sur l'Est de l'Europe rend ce sujet de la logistique absolument central. Avec une dimension de volume, une dimension de sûreté qui, elles aussi, sont absolument fondamentales et assez nouvelles par rapport aux opérations qui étaient menées par les armées françaises jusqu'il y a encore quelques années. On passe vraiment à une autre échelle dans un contexte sécuritaire qui est extrêmement plus tendu
et en particulier dans le champ du cyber et d'autres champs, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, puisqu'on parle de numérique, dans ce champ-là en particulier, avec des compétiteurs particulièrement agressifs dans ce domaine. Merci, mon général. Jacques, concrètement, qu'est-ce que c'est une logistique numérique de confiance ? C'est une grande question. Alors, une logistique numérique de confiance, je dirais, c'est déjà une logistique numérique interopérable, puisque elle n'est pas nativement interopérable, puisque c'est un marché fragmenté, donc les systèmes ne discutent pas nativement entre eux. Donc, c'est déjà rendre ce système une logistique interopérable. Mais c'est aussi une logistique où chaque acteur doit pouvoir bénéficier de certains éléments. La première des choses, c'est connaître ses interlocuteurs. C'est-à-dire, la confiance, c'est je connais mon interlocuteur et je sais que je peux lui faire confiance. C'est aussi disposer de la bonne information. C'est-à-dire une information et je sais qui l'a émise, donc je peux avoir confiance en elle. Parce qu'une information, si je ne sais pas qui l'a émise et quelle est sa valeur, elle ne me sert pas à grand-chose dans mon exploitation. Et c'est aussi une information ou une logistique où je choisis avec qui je partage quelle information. On n'a pas besoin de partager toutes les informations avec tous les acteurs. Sur un papier, aujourd'hui, vous présentez le papier, il y a toutes les informations, donc vous ne pouvez pas dire je retourne la feuille. En revanche, dans le digital, vous avez cette capacité à dire je partage telle information avec tel acteur, mais pas avec l'autre. Donc ça, c'est... Et puis, dans une logistique numérique de confiance, vous avez également tous les outils qui vous permettent, en cas de problème, parce que ça existe, d'avoir les recours, justement d'avoir les preuves dont vous pouvez justifier devant un tribunal. Lorsqu'il y a justement un désaccord, vous devez pouvoir avoir ça et de manière facile. Et le dernier élément, c'est bien sûr la protection de vos données. La souveraineté est un élément clé. Merci. Pour compléter, Christophe, d'un point de vue opérationnel, côté terrain, selon toi, quels sont les principaux points de friction sur ces enjeux d'accès à la donnée et de sécurité ? On a tendance à croire que numériser, c'est sécuriser. Et ce n'est pas vrai. On peut très bien produire un ICMR parfaitement conforme, le faire circuler dans un écosystème incapable de le recevoir, de le vérifier ou d'en extraire la valeur juridique. C'est ce qu'on évoquait à l'instant. Le document existe, la confiance, elle, n'existe pas. Le vrai problème, ça a été dit, c'est la fragmentation. Chaque acteur a son format, son silo, ses API. Résultat, les grands groupes s'adaptent. Les PME reçoivent une injonction réglementaire sans outillage accessible. Et c'est là que le risque se crée, pas chez les acteurs qui ont une DSI, mais dans les maillons les plus faibles de la chaîne. Et effectivement, il faut rappeler que la filière est composée de gros, mais énormément de tout petits acteurs. 80% des transporteurs ont moins de 10 véhicules, effectivement, oui. Et dans le B2P, vous accompagnez des milliers et des milliers de transporteurs. Dans la digitalisation, Ouais. effectivement. On essaye de les faire monter en puissance sur ces aspects-là. On n'est qu'au début du chemin. On a encore des travaux à faire. Je l'évoquerai peut-être tout à l'heure. Très bien. Alors Pierre, quand on parle de numérique, mais en général de changement, la question c'est l'accompagnement, c'est l'acceptabilité et c'est la gestion du changement. Donc qu'est-ce que du point de vue facteur humain, ça veut dire cette transformation des compétences, des organisations et des processus ? Oui, il y a un gros travail d'accompagnement de l'humain. Alors évidemment, la filière, elle est pas, on ne peut pas dire qu'elle est prête. Hein, elle est pas en tout cas complètement prête, elle n'est pas homogène. Et surtout, elle va à un rythme différent en fonction de certains secteurs d'activité et en fonction de certains métiers. On peut prendre par exemple le secteur d'activité pharmaceutique, transport pharmaceutique, la chimie, les matières dangereuses, l'aéronautique, l'industrie, où là, on a vraiment une avancée importante sur la digitalisation et une transformation qui va beaucoup plus vite que sur le cas des PME transport, où on a effectivement, il ne faut pas généraliser évidemment, mais un peu plus de retard. Donc, on va dire
une vitesse différente en fonction de secteur et surtout des métiers différents. Je crois que c'est important aussi de dire que la culture numérique est encore pas complète. Elle est incomplète parce que beaucoup d'acteurs savent utiliser des outils, mais par contre ne comprennent pas forcément la valeur de la donnée, le risque de la donnée et leurs responsabilités. Donc nous, on a un gros travail d'accompagnement sur la maîtrise de cette donnée et surtout de faire comprendre aux différents acteurs quel est l'impact de cette maîtrise pour eux. Merci. Merci Pierre. Enfin, en général, vous nous avez évoqué les évolutions du monde et l'arrivée de menaces beaucoup plus fortes sur notre sol européen. Donc j'aurais envie de vous poser un petit peu la question d'après. C'est d'un regard assez naïf du civil que je suis, j'avais une vision d'une logistique assez autonome, assez militaire, mais donc ça n'est peut-être pas le cas. Et que, voilà, quelle est votre relation ou votre vision de la relation logistique militaire, logistique civile, et en quoi on peut aussi apprendre les uns des autres? Alors ma vision, elle est très intégrée. Parce que comme vous le suggériez dans votre question, les armées disposent de moyens de projection, de moyens de déploiement. C'est le socle qui nous permet de réagir dans l'urgence, qui nous permet de réagir également dans des zones de menace. Mais la masse et la continuité des flux, elles ne seront atteintes qu'en nous appuyant sur les moyens civils. C'est vrai pour toutes les armées du monde, ce n'est pas une spécificité française, ce n'est pas une fragilité non plus, c'est comme ça. On ne peut pas dimensionner un outil pour un pic de crise, ça n'aurait pas de sens. Donc en revanche, on doit s'y préparer. Dès aujourd'hui, nos acheminements stratégiques, et en particulier pour ce qui concerne le déploiement, la projection d'équipements de fret, reposent très largement et de manière vraiment structurelle, comme je viens de le dire, sur ce qu'on appelle la base industrielle de soutien et de défense, c'est-à-dire les entreprises de transport. Si on devait changer d'échelle, dans le cas d'un engagement majeur, on vient de le rappeler, il y a une résurgence d'une menace sur notre territoire, comme on n'en avait pas connu depuis très longtemps, donc qui nécessiterait une réponse avec une échelle bien supérieure à celle qu'on pouvait engager sur des opérations, des missions plutôt expéditionnaires, certes assez lointaines, mais de volume réduit. Donc ce changement d'échelle nécessiterait de nous appuyer encore davantage sur la base industrielle de soutien et de défense, ce qui veut dire davantage d'échanges de données, davantage de communication et un besoin de sécurisation pour véritablement passer d'une relation contractuelle qui est indispensable, qui est la base de tout, à une vraie notion de command and control, pour utiliser des termes militaires, de ces sociétés pour être capable, avec elles, de se réarticuler, d'évaluer la menace, de piloter cette capacité. Alors, vous nous avez répondu en même temps à la question que je m'apprêtais à vous poser. Qu'est-ce que vous voyez comme bénéfice potentiel à cette digitalisation duale, hein, donc un système qui permet de piloter de façon plus efficace et sans doute plus en profondeur aussi dans la chaîne d'exécution. Peut-être avant de rendre la parole à Jacques, comment percevez-vous du coup le risque associé à cela, puisque si on appuie un processus critique sur un système, informatique ou non, évidemment, il faut en évaluer la robustesse et le risque en cas de défaillance. Donc voilà, avant que Jacques puisse répondre, comment vous percevez-vous ce facteur risque numérique dans une hypothèse d'une intégration de l'échange de données entre militaires et civils? Je le perçois comme un risque majeur. Je le perçois tout simplement comme un risque majeur. Nos systèmes d'information, qu'ils soient, je pense, civils ou militaires, lorsqu'ils sont dédiés à la logistique, sont véritablement la colonne vertébrale de nos capacités.
Il suffit de se remémorer comment se passaient les opérations militaires, notamment lorsqu'il n'y avait pas de système numérique. Alors je ne l'ai pas vérifié, je ne le sais pas, voilà, je ne peux pas le garantir, mais en tout cas ça donne une idée. Pendant la première guerre du Golfe, donc en 1990, sur les 40 000 conteneurs expédiés par les forces armées françaises, 20 000 n'ont pas été ouverts, faute de savoir ce qu'il y avait dedans. Donc je ne garantis pas les chiffres, mais on voit bien l'idée, et j'imagine qu'on n'était vraiment pas loin de ça. Donc voilà, l'enjeu il est majeur, et à partir du moment où cet enjeu il est majeur, évidemment, nos compétiteurs le savent, sont confrontés de toute façon aux mêmes problématiques, et évidemment taperont là où ça fait mal. Alors, merci pour cet exemple qui est voilà, en ordre de grandeur absolument fascinant. C'est-à-dire qu'on met énormément de moyens, mais on n'est pas en capacité de les exploiter. Alors, Jacques, je me retourne vers toi. C'est à la fois une double question. On a évoqué en introduction l'arrivée des normes, des standards européens IFTI. En quoi l'arrivée de ces systèmes sont une opportunité, mais quelles sont aussi les choses à mettre en face pour s'assurer que ce soit une opportunité et pas un risque civil et militaire. Alors, ce à quoi tu fais notamment, ce que tu évoques, c'est notamment l'IFTI, donc Electronic Freight Transport Information. Mais l'Europe œuvre justement pour que ensemble, on dispose de moyens communs qu'on puisse mettre en œuvre. Et c'est justement ce qui va permettre, dans des systèmes hétérogènes, puisque justement, comme vous l'avez dit, chacun a son système, et donc il faut apporter une sécurité commune. Donc, je ne vais pas vous ennuyer avec des termes. Donc, il y a IFTI, il y a EIDAS qui est également là pour créer un socle commun sur la vérification des identités, vérifier les signatures électroniques. Donc, ça, c'est des cadres qui s'appliquent à l'ensemble de l'Europe et qui peuvent être donc reconnus d'un pays à l'autre, et ce qui va permettre de sécuriser ces échanges. Alors, l'IFTI, on a beaucoup de visites sur notre stand pour venir en discuter, puisqu'on est l'acteur français qui facilitons cette adhésion. L'IFTI, c'est une réglementation européenne, donc c'est à la fois un règlement qui s'impose à tous les États européens, l'Union européenne, mais c'est aussi un socle qui va permettre l'interopérabilité. Donc, aujourd'hui, comme c'était mentionné, les petits, ils n'ont pas de moyens informatiques. Les grands, ils ont tous développé leur propre système. Donc, ils développent par système EDI, plus ou moins, des interfaces qu'il faut maintenir. Ce n'est pas pratique, ce n'est pas efficace. On change de pays, ça ne marche pas. Et l'IFTI, c'est le socle commun qui va permettre la mise en place de la lettre de voiture électronique interopérable. Alors, cette lettre de voiture électronique interopérable, demain, c'est-à-dire au mois de juillet 2027, l'ensemble des États européens, donc l'État français, sera obligé de l'accepter. C'est-à-dire si quelqu'un se présente, un conducteur se présente avec une lettre de voiture électronique au format IFTI, eh bien, un contrôleur ne peut pas dire « qu'est-ce que c'est ça, moi je veux du papier ». Il ne peut pas. Et donc, ce format d'échange, qui a été co-construit avec nous, avec l'État français, avec les autres États, c'est la base pour permettre justement des échanges, une lettre de voiture électronique interopérable et des échanges interopérables entre tous les pays sur l'ensemble des données du transport et de la logistique avec les couches de sécurité nécessaires. Et donc en complément, vu du côté des transporteurs, l'arrivée progressive de ces standards, de cette numérisation, qu'est-ce que ça veut dire pour eux en termes de sécurité, mais aussi d'acceptabilité, ou comment éviter que ce soit vu comme une contrainte, mais comme une opportunité. Voilà, c'est quoi un petit peu pour... Je vais surtout me baser sur le côté confiance et cybersécurité, parce que c'est quand même les deux piliers, des enjeux majeurs. Nous, on a fait des choix qui vont pas forcément de soi. On héberge les données en France, on chiffre de bout en bout, on a une authentification forte, on est certifié ISO 27001-2022, donc c'est une norme internationale sur la sécurité de la donnée. On est en train de travailler sur NIS2 qui va arriver très prochainement, c'est une norme européenne sur la cybersécurité. Et ce n'est pas parce que c'est obligatoire, c'est parce que nos utilisateurs engagent leurs responsabilités juridiques et commerciales dans chaque document qui circule sur nos plateformes. Une lettre de voiture électronique, une ICMR, c'est une preuve.
une preuve doit être inaltérable, opposable et protégée. La cybersécurité dans la logistique, ce n'est pas uniquement un sujet informatique, c'est un sujet de continuité d'activité et de souveraineté. La question n'est pas de savoir si les acteurs de la filière vont être attaqués, c'est de savoir s'ils sont prêts quand ça arrive. Et encore une fois, Pierre, tu représentes la clé et l'essentiel qui est l'homme. Voilà. D'un point de vue humain, est-ce que ces transformations, face à ces transformations, les métiers sont prêts et les compétences émergent? Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est que les métiers ne disparaissent pas, ils se transforment. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de métiers dans le monde du transport et de la logistique qui deviennent des data aware. Donc beaucoup dans l'exploitation transport, dans la partie logistique. Il y a beaucoup aussi de métiers qui se transforment en hybride, métiers hybrides numériques. Et on peut donner l'exemple par exemple de data analysis supply chain qui se développe énormément, qui permet de collecter la donnée, analyser la donnée, nettoyer la donnée. C'est quelque chose d'essentiel. Et puis, il y a le métier du conducteur qui se transforme. Et je crois qu'on peut peut-être projeter la petite vidéo pour étayer cet élément. François is one of the 20,000 carriers who already have a MyPub Pro wallet with their professional digital identity. A gesture as simple as holding his tachograph card to his smartphone or tablet was enough to activate it. From now on, he will have access to a new service. François will be able to secure his certificate authorizing him to transport hazardous materials, his digital ADR certificate. He logs into a portal and requests the transfer of his ADR document. It is a true digital twin of his certificate, attesting to his qualifications. The document is tamper-proof and can only be used by François. Thanks to our partner, Aftral, he can already simplify his registration for future ADR training courses. With a single scan on the My Profile Aftral portal, he completes his registration file. For François, it's easier, and he no longer wastes time tracking down supporting documents. For Aftral, it saves time by eliminating data entry errors and the need to correct them. It is also a way to ensure the authenticity of information. Thanks to his digital ADR certificate, François simplifies his professional life. He benefits from automated and accelerated inspection procedures. And he also simplifies things for his employer. No more forgotten cards or wasted time. It also facilitates the entire ecosystem with the ability to carry out ADR checks online, fully secured through a portal, such as freight exchanges, pre-notification portals, or upon arrival at sensitive sites. This is an initiative with a European dimension, guaranteeing interoperability. The wallet can also contain other documents relating to the cargo, the company, or the transport, and can hold credentials such as CQC, tachograph, ECMR, etc. It is the everyday digital trust partner. Une petite précision, ça montre la dimension européenne puisque ça s'applique, mais la vidéo existe également en français. C'était la version française qu'on pensait passer, excusez-nous. Tu veux apporter un petit complément? Je vais expliquer un petit peu. Effectivement, dans la transformation des métiers, là on l'a bien vu, le métier de conducteur, c'est limite maintenant un conducteur 2.0. Il faut qu'il maîtrise tous les outils de digitalisation. Il a maintenant ses autorisations, ses permis, ses documents dématérialisés. Donc à nous aussi d'accompagner. Mais il n'y a pas que le conducteur. Vous voyez, là, il y a une collaboration avec ING pour récupérer des données sécurisées. Et c'est un partenariat qui va être utile et déployé là, dans les semaines à venir avec ING parce que ça va nous permettre de récolter des données de la carte ADR matières dangereuses. Et c'est un bon exemple pour démontrer que récolter des données fiables, ça va permettre de faire gagner du temps à la fois aux conducteurs, aux transporteurs, aux organismes de formation. Et pour ça, il faut accompagner les administratives, les formateurs, le stagiaire, tous les acteurs de toute la ligne transport et logistique.
Merci Pierre. Alors, pour faire le lien peut-être avec votre vision en général, quand nous avons préparé cet échange, vous nous avez dit il y a un point qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est le mot convivialité. Alors, très honnêtement, je ne m'attendais pas de ce mot comme un mot clé dans toute la rigueur que peut représenter l'armée. Est-ce que vous voulez un petit peu élaborer autour de ce sujet ? Oui, alors moi ce que je mets derrière ce terme de convivialité, c'est la facilité d'accès, d'utilisation de ces systèmes numériques. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, dans le stade de défense dans lequel on est, la situation géopolitique dans laquelle on est en France, on s'estime en temps de compétition, on a tous les mois une moyenne de 110 000 colis déployés par les forces armées françaises. Alors un colis, ça peut être un joint, mais ça peut être aussi un Charles Leclerc. Pour vous, c'est quand même assez large. La palette est relativement large. Évidemment, en cas d'engagement majeur, on multiplierait par un facteur que je suis incapable de calculer, mais de manière exponentielle, c'est ce volume de colis transportés. Moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que nos unités militaires, qui sont donc des unités expéditrices de matériel, remplissent en tout cas nourrissent un système numérique, mais lorsque ces unités, dont ce n'est pas toujours le métier, les remplissent et ne le remplissent pas toujours très correctement. Et en fait, on se rend compte que dans des centres aval, comme le centre que je commande, eh bien, on a un engorgement de ces demandes d'acheminement et de transport sous format numérique mal remplies et donc inexploitables. Et en fait, ce serait quand même un comble d'avoir monté notre plan de déploiement, d'avoir réussi à mobiliser les moyens de transport, les bateaux, les avions, les camions, les trains pour réaliser notre déploiement et d'être simplement bloqué parce qu'on a mal renseigné ou on a mal utilisé notre système numérique. Donc voilà, c'est une dimension et qui rejoint toutes les problématiques de formation, donc on travaille évidemment là-dessus, mais aussi de simplicité et je dirais d'intuitivité d'utilisation du système. Voilà, c'est ce que je mettais derrière le terme de convivialité. Merci. Alors, peut-être justement, j'ai envie de rebondir sur Christophe, parce que vous accompagnez beaucoup d'entreprises et ce sujet de l'acceptabilité et d'expérience utilisateur ou d'acceptabilité par l'entreprise, c'est au cœur des enjeux. C'est au cœur des enjeux, effectivement, et on a des équipes UX qui sont dédiées à ça, qui rencontrent les utilisateurs sur le terrain pour présenter les outils en cours de développement, pour les améliorer en permanence, parce qu'effectivement, il faut que tout soit rempli, tout soit renseigné, et que ce soit simple pour que ce soit bien fait. Voilà, et Jacques, ce sujet de la pertinence de l'information et de sa conformité, peut-être que tu peux revenir un petit peu sur justement ce que tu avais évoqué, c'est comment garantir que l'information va circuler correctement. Alors, une évolution majeure, c'est on évolue avec, on va dire, l'accumulation d'informations, puisqu'on a de plus en plus d'informations qui sont disponibles, pour réussir à les traiter. Un changement majeur, c'est une évolution d'une architecture qui était centralisée. Une architecture centralisée, qu'est-ce que c'est ? C'est je mets toutes les données dont je pourrais avoir besoin au sein d'une base de données et je vais faire des requêtes pour avoir cette information. Vu le nombre d'acteurs, vu le nombre de données et vu aussi le RGPD, et heureusement, on n'a pas envie d'avoir toutes les données qui sont concentrées. Et en plus, ça peut être le maillon faible si tout est concentré. Donc, on passe d'une architecture centralisée à une architecture décentralisée. Qu'est-ce que ça veut dire une architecture décentralisée ? C'est-à-dire que ce sont différents acteurs qui ont l'information, qui la mettent en commun sur une demande, et celui à qui c'est demandé, il accepte ou pas de partager cette information. Mais quand c'est une architecture décentralisée, un des éléments, c'est comment est-ce que cette information est fiable. Et donc, c'est là où vous avez ce besoin d'authentification, de certification, de traçabilité, c'est-à-dire que je sais que l'information qu'on me donne, elle a été émise par le CSOA, elle a été émise par l'AFTRAL, elle a été émise par IN Group, qui sont des acteurs de confiance. Donc, il y a une liste de confiance qui émet et
celui qui obtient l'information, il a cette capacité à savoir si c'est une source sûre ou pas qu'il a émise. Et ça, c'est un changement. La décentralisation permet une démultiplication de l'information, mais il faut lui apporter justement cette traçabilité. Merci beaucoup, Jacques. Donc, on a vu effectivement que on doit penser l'utilisateur et l'utilisateur non pas numérique, l'utilisateur dans son quotidien, que pour ça, effectivement, il fallait avoir des opérateurs, qu'il fallait avoir des technologies qui soient fiables mais simples d'emploi. Il nous reste quelques minutes, donc je vais vous proposer de terminer en répondant peut-être à deux questions sur les messages clés que vous souhaitez que nos auditeurs retiennent. Assez opérationnel, quelles sont pour vous les priorités qui doivent être engagées dans les 12 à 18 mois et quid de l'ouverture de ces enjeux à l'échelle européenne? Donc, c'est quoi les perspectives? Comment, de votre point de vue, il faut avancer dans les 12 à 18 prochains mois? Et comment on s'intègre dans un cadre plus large qui est celui aujourd'hui du SITL en France, quoique il est international, le salon. Donc, je suis réducteur dans ce que je dis. Eh bien, allez, qui... Je vais revenir rapidement sur la souveraineté qui fait partie de la conclusion. Je veux dire un mot sur cette souveraineté parce que c'est un sujet sur lequel j'ai une conviction forte. Ouais. La souveraineté numérique, ça ne signifie pas se replier derrière des frontières. Ça signifie maîtriser les standards sur lesquels on s'appuie. Aujourd'hui, on contribue à des travaux avec GS1, on entend parler de travaux à l'IRU, on participe aussi à des travaux avec la DGITM pour définir des standards d'interopérabilité de la ICMR à l'échelle européenne. Si ces standards se privatisent, s'ils sont capturés par quelques acteurs dominants souvent étrangers, l'IFTI produira exactement l'inverse de son objectif, une dépendance déguisée en modernisation. Les standards ouverts, gouvernés collectivement, on y revient, c'est ce qui protège les PME françaises. C'est dans cet esprit qu'on participe à un appel à projet France 2030. Ce projet s'appelle BPLI, le bien public de la logistique interopérable. Et l'idée centrale, c'est de construire une infrastructure mutualisée en bien commun qui permettent à des PME d'accéder à des capacités de niveau entreprise, certification IFTI, signature électronique, connexion au système métier, sans en supporter seul le coût. C'est là où à mettre en regard des grands groupes qui peuvent se permettre de tout développer ou de tout acheter à leur niveau. Ce n'est pas une solution de plus, c'est un socle partagé, souverain et ouvert. Merci. Peut-être Jacques, si tu souhaites compléter, et on laissera le mot de la fin au général. Et puis Pierre. Avec plaisir. Merci. Alors, plusieurs éléments. La logistique numérique, elle est en marche. Il y a des gros progrès. La France a la chance d'être en avance dans différents secteurs, notamment au niveau de l'IFTI. Donc, aujourd'hui, il y a le travail de fond qui a été fait. Et j'aimerais vraiment garder en mémoire un message, c'est il faut être curieux. C'est-à-dire, il faut se renseigner. Alors, tous les acteurs n'ont pas la même taille, tous les acteurs n'ont pas les mêmes moyens, donc ça ne s'applique pas de la même manière. Mais le négliger, alors que, bon, il y a des enjeux de souveraineté, mais il y a aussi des enjeux économiques, on a de la concurrence. Et on voit que les Allemands, on voit que les Espagnols, on voit que les Hollandais, ils sont pragmatiques, ils avaient du retard, mais ils sont en train de plutôt investir vite. Donc, soyons curieux, on est là, nous aussi, il y a un groupe pour vous aider, d'autres acteurs aussi, pour justement, ça s'applique à vous, ça ne s'applique pas, mais il faut le comprendre et se dire comment je l'intégrerai dans mes processus. Et ça me semble un élément vraiment important. Donc, c'est quelque chose, le message que je voudrais garder, c'est avançons ensemble, soyons curieux et voyons si ça s'applique ou pas. Et le dernier élément, c'est quand on discute, est-ce que c'est choisi ou est-ce que c'est subi? Et c'est ça ce qui va faire toute la différence. Quand c'est subi, on y va à reculons et en fait, on ne va pas bénéficier de ce que ça peut apporter. Donc, on va à la limite s'exposer. Alors que quand c'est choisi ne veut pas dire qu'on est les premiers, mais choisi détermine comment ça s'applique à moi et comment je vais en bénéficier.
comment je vais me protéger et comment je vais être plus compétitif. Voilà, merci. Merci Jacques. Pierre, le mot de la fin sur les prochains mois, années, par rapport aux enjeux de la formation? Oui, à nous d'être au rendez-vous pour... tout à l'heure, on a dit que la filière avançait à plusieurs vitesses, donc c'est aussi à nous de rattraper un certain nombre de retards sur certains secteurs. Donc à nous d'être performants aussi pour accompagner ces entreprises. Je crois que mon général l'a bien dit aussi, c'est qu'il y a un risque aussi opérationnel si jamais on n'est pas au rendez-vous dans la montée en compétences, avec des blocages, des immobilisations, des ruptures de flux, des blocages lors des contrôles et des perceptions aussi subies, comme vient de le dire Jacques. Donc ce qui est important, c'est qu'on peut peut-être dire que sans compétences, la digitalisation va créer de la fragilité, alors que c'est plutôt un levier de performance. Merci Pierre. Enfin, mon général, si vous voulez nous donner un dernier mot. Oui, redoutable honneur. Vu des armées, l'enjeu dans les 12 prochains mois, c'est la mise en place d'une véritable mobilité militaire à l'échelle européenne, ce qu'on appelle le Schengen militaire. Aujourd'hui, on est extrêmement contraint par des normes, par des règlements, aussi par des limites physiques parfois. On a un petit peu tout oublié depuis la guerre froide. On a oublié quel est notre réseau stratégique de transport. Donc on n'a plus de visibilité dessus. Et si on doit organiser à la fois des projections massives, mais également des transits d'armées alliées à travers notre territoire, il faudra qu'on ait une maîtrise de notre réseau. Il faudra qu'on soit en mesure d'abaisser un certain nombre de normes, de délais d'obtention d'autorisation. Et en cela, le numérique est évidemment fondamental. Un projet est en cours d'élaboration et il devrait voir le jour très rapidement. Ça s'appelle SDMMS. Je ne détaillerai pas l'acronyme, j'en suis incapable. Mais l'idée, c'est bien de pouvoir s'affranchir de ces frontières physiques en utilisant le numérique et en tout cas en les franchissant beaucoup plus facilement. Et en rejoignant avec ce que sera ce règlement de mobilité militaire qui doit être sorti et imposé d'ailleurs par l'Union européenne à la fin de l'année 2026. Il prendra la forme d'un règlement, donc il sera appliqué. Eh bien, on aura enfin bâti ce Schengen militaire qui nous sera évidemment, alors j'espère qu'il ne sera pas utile, mais en tout cas, il sera dissuasif. Et si on doit se déployer, et si on doit l'utiliser, eh bien, on saura le faire. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste compléter en quelques mots-clés à garder à l'esprit. Il y a des risques, mais c'est une opportunité. Les solutions techniques sont là aujourd'hui et elles sont adaptées à toute taille d'entreprise. Il nous reste du chemin collectif à faire sur la standardisation, la simplification de ces outils au service de la compétitivité, de la robustesse, de la résilience. On y travaille, des projets sont en cours et vont se déployer dans les mois, les années à venir. Et ils s'adresseront à l'ensemble des acteurs, quelle qu'en soit la taille, quel qu'en soit le rôle dans la chaîne de valeur. Donc ces enjeux de sécurité digitale bien gérés, c'est une opportunité de déployer par-dessus des usages permettant des gains de productivité économique, des gains de productivité environnementale, des gains de sécurité à tous les niveaux. Donc voilà, je vous invite à poursuivre vos recherches et vos études sur le sujet. Mais notre conviction, c'est que nous sommes au bon moment et que les choses sont en route pour y arriver. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir assisté à cette conférence. Et donc, nous rendons le micro pour la prochaine conférence. Bonne journée. Listen.